Moi je viens plutôt pour voir tout ce qui est l'aspect forêt fruitière, conception, comment ça peut s'agencer. Puis surtout voir un lieu qui a un peu d'âge. Il y a déjà pas mal d'espèces qui sont assez méconnues, qui sont déjà implantées, qui produisent des fruits. C'était voilà, surtout sur cet aspect-là, forêt fruitière, plantes vivaces qui m'intéressent et c'est pour ça que je suis venu ici. Je fais du maraîchage bio depuis 2 ans. Parce que le maraîchage, en fait, c'est quand même énormément de travail. Enfin, chaque année, c'est des plantes qu'il faut ressemer, récolter, entretenir, arroser, désherber, c'est énormément d'entretien. Ce qui est beaucoup moins le cas avec les espèces fruitières. Puis il y a plein de choses qui sont intéressantes. Travailler sur les différents étages de végétation, je trouve ça super pertinent, donc j'avais envie de me renseigner là-dessus, quoi. Bon, moi, je suis revenu, pour ainsi dire, à la campagne dans ma région d'origine il y a 4 ans. Et puis j'ai commencé le jardinage, et puis le jardinage traditionnel me convenait pas vraiment en termes d'épanouissement, à devoir désherber, à devoir toujours retourner le sol. Et donc depuis une année, je travaille sur, en tout cas j'essaie de travailler sur sol vivant. Et il y a tellement de choses à apprendre, de diversité, d'essence, que voilà, cette formation se déroulant près de chez moi, c'est une opportunité pour apprendre plus. Alors moi je suis belge, je viens du nord du pays. D'Anvers, même si je suis originaire de la partie wallonne, donc en plein centre-ville, et voilà quoi. Donc j'étais en train de chercher des terrains ici dans la région. Je connaissais Nicolas. J'ai vu qu'il y avait un stage qui se libérait et à l'arrache, vite fait, là, le vendredi, j'ai pris ma réservation et je suis venu jusqu'ici. Non, je connaissais en fait depuis la première vidéo que j'avais vue de lui, donc le guide du néo-rural, mais ça remonte déjà à des années en arrière. Et quand j'avais vu cette vidéo-là, en fait, je me suis senti beaucoup moins seul parce que je partageais vraiment les idées et en fait, j'ai vu quelqu'un qui passait à l'action. Et alors ça m'a séduit, et donc depuis ce moment-là, j'avais envie de le rencontrer, et j'ai sauté sur l'occasion, je suis venu jusqu'ici, quoi. À l'heure actuelle, voilà, j'habite dans l'Ain, en périphérie de Genève, donc c'est périurbain. Là-bas, l'immobilier est très cher, donc c'est pas là-bas où je me vois faire quelque chose pour avoir des terrains et des terres, c'est un peu cloisonné. Donc j'ai la chance d'avoir une maison familiale ici en Saône-et-Loire, à 1 heure d'ici dans le Charolais. Donc c'est une ancienne ferme avec 7 hectares de terrain, principalement des prés qui appartiennent à mon père. Et justement, le bail s'arrête dans 2 ans. L'agriculteur reprend sa retraite, donc c'est là où j'ai une opportunité de pouvoir me réapproprier ces terres et de pouvoir en faire quelque chose. Donc ça m'intéresse de tendre un peu vers l'autonomie et de pouvoir refaire quelque chose de mes mains et de ne pas laisser ce lieu, de pas qu'il soit délaissé. Autant quand j'étais jeune, je voulais en partir, c'était la campagne, c'était pas ce qui me plaisait, mais voilà, 15-20 ans après, c'est un peu l'inverse. Je vois l'intérêt de ce lieu et puis essayer d'inclure aussi le reste de ma famille. Ouais. Mes parents, ils sont éleveurs et producteurs de chèvres en Ardèche depuis très longtemps. Je viens juste de revenir en Ardèche. Mais moi, pour ma part, je suis en location, j'ai pas de terre. Et aujourd'hui, je suis dans ce cas vraiment comme les néo-ruraux qui arrivent de la ville et qui veulent trouver un petit lopin de terre pour eux et se mettre au vert, quoi. On va continuer d'avancer. Alors on a par là donc du chèvrefeuille, c'est intéressant vu que c'est persistant et que c'est pas du lierre. Le lierre aussi peut être intéressant, mais si tu mets des piquets comme ça à protéger des animaux, l'hiver, ça évite de faire du foin, tu leur donnes ça. C'est très digeste, quoi. Ça sent bon, c'est vigoureux, c'est très résistant à la sécheresse. Ça, c'est le Euodia danieli, on l'appelle aussi le Tetradium danieli. Ça germe très bien, à presque 100%, quoi. Et ça pousse aussi vite qu'un acacia. Le févier d'Amérique, donc le truc qui peut se greffer, là, 40 mètres, qui fait des haricots de 40 cm avec 39% de sucre. Je suis pas contre l'ortie, même les ronces ont leur vertu. Hein. Elles protègent contre les cervidés, c'est des clôtures naturelles qui sont gratuites. Ça peut être utile dans certaines stratégies de plantation, loin de chez toi. Tu fais un verger où tu laisses les ronces pousser, et tu n'auras pas de clôture à mettre. Hein. Donc voilà, normalement tous les 3 mètres, on peut mettre un aziminier, 3 à 5 mètres. En quinconce, j'ai essayé de faire ça. Bon, lui, je crois qu'il est mort, peut-être pas, mais bon. Là-bas, il est encore vivant. Les deux sont vivants là, mais j'ai eu plein de pertes. J'en ai planté genre 400, quoi. C'est pour moi le meilleur fruit au monde, celui-là. Il y en a qui disent que c'est la kébia, le truc qui a un goût de banane kiwi, la liane là. Mais pour moi, pour l'instant, en deuxième position, je mettrais le kaki. Et après, il y a certaines figues, comme la sultane, qui sont quand même sympathiques. Là, il y a du saule, j'ai planté des baguettes de saule de vannier pour faire de l'ombre. Tu vois, les myrtilles poussent pareil à l'ombre qu'en plein soleil. Alors là, j'ai mis du tuya pour cacher une construction en super adobe que j'ai commencé à faire avec les sacs de terre. D'ailleurs, il y a ça qu'il faudra aller voir, la construction en sac de terre. Tous les autres xanthocillium sont résistants à moins 25. Là, ça doit être le piperitum. Vous regarderez le tronc, il a des épines assez atypiques, on dirait l'espèce d'anémone avec un pic dessus. Mais voilà, c'est un poivrier, quoi. Ça sent bon et tu peux l'utiliser. Tous les poivriers résistent à moins 25. Je vous conseille le poivre Timut, poivre pamplemousse. Ça a un goût de pamplemousse, c'est super bon. Tu as un mélange de poivre et de pamplemousse dans la bouche, c'est délicieux. Et pareil, lui aussi, c'est moins 25. Quel âge il a ? Et ça germe bien. Alors, quel âge il a ? Il doit avoir une bonne dizaine d'années. Tout le monde est dans un projet
de quitter quelque chose qui leur plaisait pas pour une vie un petit peu nouvelle. Et donc chacun se retrouve là avec un projet plus ou moins avancé. On voit que certains ont déjà commencé et puis qu'ils souhaitent aguerrir leurs connaissances. Et puis d'autres voilà, sont encore en ville mais cherchent un terrain ou un retour plus proche de la nature. Donc j'ai trouvé qu'ici tous les participants avaient des expériences très riches, beaucoup de curiosité, donc des échanges très enrichissants. C'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces échanges donc avec lui, mais aussi surtout avec les autres participants. On était un groupe assez grand, assez hétérogène, tous avec des parcours, on vient de 4 coins de la France ou même un peu plus loin d'Europe. Je peux me retrouver avec d'autres personnes qui ont des projets communs et c'est là qui est intéressant, c'est en off, pendant les discussions du soir, du matin, du midi. Je trouve que c'est le complément et c'est enrichissant, quoi. C'est des personnes qui s'intéressent au même sujet, qui sont groupées au même endroit. On ne se sent pas tout seul d'être dans cette démarche-là. On voit qu'il y en a d'autres qui sont déjà à des stades beaucoup plus avancés, donc du coup ils nous font part de leur expérience. D'autres encore moins avancés, pareil, ils sont là, on prend des infos, donc on s'identifie et on voit aussi qu'on n'est pas tout seul et ça motive à aller de l'avant, quoi. Il y a aussi cet aspect contre-culture qui est présent chez lui et c'est ça ce qui m'a aussi mis à le... Allez, je me suis senti nettement moins seul, nettement moins extraterrestre de voir qu'il y avait d'autres personnes qui ressentaient les choses comme je les ressentais. Donc vraiment des choses qui ont été mises en place à l'encontre du bon sens et qui nous emmènent vraiment vers une situation où on a l'impression que tout est calculé, que tout est fait pour nous entraîner vraiment à un contrôle. Et d'ailleurs, avec ce qui se passe pour l'instant, on le voit bien avec le Covid, j'ai l'impression de me retrouver dans 1984, le film, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en train tout doucement d'ouvrir les yeux grâce à cet événement. Donc ouais, je pense que c'est important justement d'avoir le contact avec toutes ces personnes qui sont outre dans la pensée de permaculture, qui se rejoignent aussi sur ces sujets-là. Ça crée un esprit de communauté quand même présent. Et donc ça motive et ça nous permet justement d'avoir envie d'inspirer d'autres personnes. C'est très riche, voilà. Et il permet, par sa façon d'être, que le groupe existe. Et ça, c'est le off, quoi. C'est quand la journée est terminée. Et en fait, il se passe beaucoup de choses dans le groupe. En dehors enfin pas en dehors, c'est tout lié, mais en même temps que la formation, il se passe beaucoup de choses humainement dans le groupe. Et ça, voilà, c'est cette espèce de réseau de racinelles invisibles qui travaille aussi, quoi. Après, on a super bien bouffé. Tout le monde a joué le jeu, on a apporté plein de trucs. Voilà. Très très bonne ambiance avec les autres, vraiment comme si on avait fait des liens. Ça c'est le cadeau, quoi. C'est le cadeau. Ouais. C'est des élus quand même. On était dans nos questions. Qu'est-ce que faire à l'ombre? Il vaut mieux partir à partir d'une forêt où tu as de l'ombre qu'à partir d'un plein champ où tu n'as rien, quelque part. Et sinon, le Paulownia est là pour nous aider. Et si le sol est assez humide, le Miscanthus giganteus, c'est bien aussi. Ça peut être une plante fourragère. L'hiver, quand tu n'as pas moins besoin d'ombre, tu le coupes. Genre en avril, c'est le meilleur moment. C'est ce qui pousse le plus vite dans tout l'hémisphère tempéré. La variété qui pousse le plus vite, c'est Shantung, un hybride. S-H-A-N, plus loin T-O-N-G. C'est vers la Suisse qu'il y a le feu bactérien qui arrive chaque année, nulle part ailleurs. Okay. Il faut éviter certaines essences. Le berbéris, il paraît, c'est plus sensible. Le cotonaster aussi. L'aubépine en fait partie des plus sensibles au feu bactérien. Donc plus tu es proche de la Suisse, plus du Jura, tout ça, tu fais gaffe à pas jouer qu'avec des rosacées, surtout pas des rosacées proches du sol. Tu as plus tous les autres fruits, les figuiers, les noisetiers, les noyers, la graisse en priorité. Et tout ce qui est source de sucre, les kakis. Il y a quand même des choses très bonnes qui ne sont pas rosacées, heureusement. Yucca baccata, voilà, ces trucs-là. Toutes les lianes fruitières, le gloufa, la cabillaire, même les fruits de la passion. Mais bon, fruits de la passion, c'est -2, -3, je crois. C'est Passiflora edulis. Donc il faut les planter dans les puits, et mettre des petites serres au-dessus, et là tu as des fruits. Ouais. À un moment où on a parlé de série mobile, si tu as un tronc de noyer, blanc ou noir, n'importe, ça peut valoir, tu le coupes, tu le fends, tu fais des planches en noyer séché, ça vaut 2-3 000 € le ster, parfois plus. C'est extrêmement cher. En sol calcaire, le Sorbus aria, ça vaut 500-800 € le ster aussi. Ils sont plus gros, donc tu peux vendre des planches de bois qui coûtent extrêmement cher. Il faut se rendre compte qu'il y a des bois qui coûtent un bras, quoi. Tu t'équipes aussi pour faire des planches là, soit tu as un espèce de kit avec la tronçonneuse qui peut s'acheter, soit tu achètes une série mobile, mais bon, ça coûte très cher. Soit tu amènes ton bois à une série. Le merisier, ça coûte très cher aussi. Un gros merisier,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cormier, bon, c'est tellement rare que c'est pour faire des violons, des trucs comme ça. Des fois, tu as une forêt, de la couper à blanc et tout laisser pourrir, tu peux vendre certains arbres très très chers. Le sycomore, ouais, ça peut valoir cher aussi. Hein. Même le hêtre, hein, des planches de hêtre, ça se peut. Bon, ça pourrit vite par contre. Il faut un peu se renseigner, quoi. Il y a des trucs qui valent cher. Un hectare de Douglas, qui a 30 ans, c'est 30 000 €, je crois. Ça peut faire vite une retraite même. Il y a plein d'infos c'est à nous après. C'est comme hier soir j'ai réfléchissais à ça en plus. Je me disais c'est comme un porte-greffe Nicolas et il a plein de rejets comme ça tu vois. Et à nous d'aller gratter après, d'aller creuser. D'ailleurs il aime bien creuser. Il faut creuser. Et à nous après d'aller il y a un sujet, une plante, un machin. Lui il a donné une explosion d'infos. Tout ce qu'il a pu compiler comme information intéressante, il nous redonne tout. Et il donne énormément de pistes aussi, de choses. Tiens, ça c'est rentable, ça c'est. Si on veut l'entendre, il y a plein d'idées quoi. Je viens là pour en final un peu prendre l'information parce que je débute, donc toutes les infos sont bonnes à prendre. Après qu'ils partent sur une direction ou une autre, que des choses m'intéressent, d'autres un peu moins, c'est pas grave. Je fais le tri, je note, je sais que je vais aller me renseigner derrière, mais je me dis que c'est un tout. Forcément, il y a des sujets, je ne m'attendais pas à entendre parler de ça aujourd'hui, des trucs très alternatifs. Donc voilà, j'aime bien toujours apprendre et être curieux de nouvelles choses, donc ça ne me choque pas du tout. Non, au contraire. Dense. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez dense. On retrouve toutes les informations de Nicolas, forcément, sa culture sur la botanique. Il y a son visage qui s'éclaire quand il... c'est ça qui est intéressant d'être ici, c'est qu'il il a son visage qui s'éclaire quand on parle de ses arbres, parce que c'est vraiment sa spécialité, de toutes les techniques qu'il met en place, de toute la connaissance qu'il a accumulée. C'est vraiment une source, un puits de savoir. L'apprentissage de la technique de greffe, c'est un plus. Au départ, moi j'étais plutôt orienté légumes, maintenant je me rends compte que productivité, effort par rapport à ce que tu vas récupérer. C'est vrai que les arbres, c'est en plus pour laisser aux générations futures, les arbres c'est un must. Donc ouais, ça m'a beaucoup inspiré à ce niveau-là. Toutes les espèces qui sont disponibles, énormément d'informations sur les capacités de résistance, les espèces, les choix. On peut l'interroger sur n'importe quel sujet. Quand vous vous promenez dans la nature, vous regardez quand est-ce que ça se réveille et puis vous pensez à greffer donc sur votre aubépine, je sais pas, du cognacier. Et il faut du coup aller chercher au congélateur, enfin au frigo, en haut du frigo le sachet. Vous mettez 1 heure dans l'eau, les greffons. Il vaut mieux greffer le matin tôt ou par jour de pluie, surtout quand on débute parce qu'on est un peu plus long. Il vaut mieux pas qu'il y ait de vent, une limite de soleil, quoi. C'est pour ça que quand on greffe, le greffon, on commence toujours par couper le greffon, après on se le met dans la bouche et on met sur le porte-greffe, on pose, on ficelle le truc. Alors la greffe du débutant, ils écrivent ça toujours dans les bouquins qui traitent de la greffe. Donc idéalement c'est bien si tu coupes là, genre, bon là il y a un œil ici, mais genre si tu coupes là, ça risque de sécher si tu greffes là-dessus. Donc en général on greffe avec un œil tout en haut. Du coup ils font la greffe en fente simple, quoi. Ils font un gros machin, ils se traumatisent le squelette. Ils vont enfermer des spores, il y a plein de spores de champignons dans l'air. Vous voyez le mouvement, je fais ça et pas j'appuie, sinon ça, comme je suis dans le sens de la fibre, je me coupe. On l'apprend en se coupant, mais je vous le déconseille. Bon alors sinon, l'une des plus intéressantes qui est assez récente en fait, c'est la greffe latérale. On peut aussi faire à l'envers pour faire une transfusion. Donc on va se trouver un creux, vous voyez il y a un léger creux ici. Donc on va faire là, un coup en bas et un coup en haut. Hop. Et t'as juste à placer après. À partir du moment où les parties vertes se touchent, ça rentre, ça pénètre et du coup tu as juste un coup de cutter à mettre comme ça, touc, et puis tu le rentres quoi après. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est déjà tenu. Après tu mets de l'argile, des trucs comme ça quoi. Pour que ça... Mais ça prend ça. Ah oui, ça prend bien. Les deux bois sont vivants, donc c'est une greffe vraiment très douce quoi. Ouais, La transfusion. Booster un arbre trop vieux. C'est pour la transfusion. Ouais, où tu mets... Faire des racines. Ah ouais, du coup il sera beaucoup plus résistant à la sécheresse, il aura une meilleure croissance. Ouais. Et probablement il aura des fruits plus vite. On s'imagine que beaucoup de choses vont pas aller en s'améliorant, donc c'est important au-delà du constat d'essayer de trouver des solutions pour chacun et pour tous. Et donc la permaculture, le fait de planter des arbres, le fait de revenir à la campagne, tout ça, ça semble soudainement, je dirais, essentiel. Enfin, en fait, à tous les points de vue, c'est pertinent, de manière sur l'autonomie, sur la qualité de la nourriture, sur la qualité de vie. Oui, je me rends compte qu'à ce niveau-là, les gens, alors que quand j'en parle dans mon entourage, je vais dire, là où j'habite, dans le milieu urbain, les gens sont plutôt en train de te traiter de complotiste et sont accrochés à leurs croyances.
restent vraiment, par rapport à leur confort, ne veulent pas bousculer le confort. Et donc forcément, il y a c'est un petit peu la méthode Coué, quoi. On se convainc que non, tout va bien. Même si le soir, on s'endort un petit peu mal parce qu'il y a une petite musique derrière et un sentiment de pas bien-être, le lendemain, il faut quand même se lever pour aller gagner sa croûte. Et donc ici, au moins, je me sens écouté. Je vois qu'il y a des gens qui ont ouvert les yeux, qui ont refusé de porter les œillères. C'est bien, on a des jeunes de 20 ans là, qui sont allés au combat avec leurs parents, qui ont dit non, ce monde-là, j'en veux plus, moi je vais aller faire des choses différentes. Et ça, c'est beau de voir qu'il y a des jeunes qui sont là pour prendre le relais, qui ouvrent les yeux. Donc moi, c'est ça qui me donne de l'espoir. Oui, je pense que c'est vraiment, en tout cas ça a été mon cas, c'est que ça a vraiment été l'élément déclencheur, vraiment cette crise de début d'année. Et je vois qu'avant c'est comme si je me sentais un peu branché, et puis j'étais dans le rang, j'étais dans le sillon, le bon petit soldat. Et dès qu'on commence à lever la tête et à vouloir se poser quelques questions, c'est là qu'on voit que l'étendue de la chose, en tout cas ça a été le cas pour moi. Et voilà, on commence à soulever une couverture, on trouve plein de trucs, je dis oulala, on continue et ainsi de suite. On a l'impression qu'on s'arrête jamais, donc dès qu'on sort des sentiers battus, et voilà, quand on l'écoute, je pense que ça ouvre vraiment l'esprit. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de crise dans la vie, on ne bouge pas. Et personnellement, on peut tous se poser la question, si on n'a pas eu un coup de pied au cul à un moment dans notre vie, on n'aura pas bougé.